Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Frédéric Tribalo, chargée d'études urbaines chez Dixit.net. Village Vivant est une foncière solidaire et rurale. Le 29 juin 2020, nous avons rencontré le co-gérant et responsable immobilier de la foncière, Raphaël Boutin-Kuhlmann. Avec lui, nous avons parlé du besoin de lieux, de projets à impact social et culturel, et du rôle de la collectivité comme soutien clé à ces projets sur son territoire. Retrouvez toutes nos publications et nos podcasts sur Dixit.net. Bonne écoute. Bonjour Raphaël Boutin-Kuhlmann, vous êtes co-gérant et responsable immobilier chez Village Vivant, une société coopérative qui a notamment une activité de foncière solidaire et qui lutte contre la désertification des cœurs de ville ou des cœurs de bourg. Alors tout d'abord, avant de rentrer plus spécifiquement dans les détails, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'est Village Vivant ? Et bonjour Frédéric. Village Vivant, c'est une société coopérative, comme vous l'avez dit, qui est une foncière rurale et solidaire. Le principe, c'est d'acheter, rénover et louer des biens immobiliers dans les territoires ruraux pour installer des projets d'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de lever le blocage de l'immobilier, le blocage des travaux, de l'investissement lourd, pour des projets qui ont un fort impact sur les territoires et qui contribuent à recréer du lien social, qui contribuent à recréer des lieux sociaux, des lieux où on se rencontre, où on fait ensemble, pour réouvrir des lieux là où il y en a besoin, là où a priori il y avait des lieux qui étaient fermés, il y avait de la vacance commerciale. Donc on intervient sur ce champ-là. Et alors, est-ce qu'on pourrait parler plus spécifiquement du processus de la foncière, c'est-à-dire comment est-ce que se déroule un projet ? Est-ce que c'est une collectivité qui va faire appel à vous ? Est-ce que c'est plutôt un collectif de citoyens qui lance une démarche et vous intervenez à ce moment-là ? Ou c'est même vous-même qui repérez des espaces vacants et qui allez proposer directement des services, des projets ? Alors, c'est plutôt les deux premières options. Le schéma classique, c'est un porteur de projet qui vient nous voir, qui a un projet de tiers-lieu, de café associatif, de brasserie artisanale, de ressourcerie, et qui, ne pouvant pas l'acheter, ou si la banque a refusé un prêt, ou pour se concentrer sur son activité, va faire appel à nous pour acheter pour lui ce lieu-là. Donc, on a un projet qui est mûr, qui est sur les territoires ruraux, qui a un modèle d'activité, et nous, on vient le soulager sur cette partie investissement immobilier. Ça, c'est le schéma classique. Notre schéma, une collectivité pourrait faire appel à nous sur un bien qui a été identifié pour installer un porteur de projet. Ça marche aussi, on est en train de travailler sur ce schéma-là, on est en discussion avec des collectivités là-dessus. Et là-dessus, la collectivité se porterait garant ou locataire ou garant d'une façon ou d'une autre pour nous permettre quand même d'avoir une sécurité sur l'investissement. L'idée, c'est pas qu'on achète et que le local devienne ou reste vide. Donc, dans ce schéma-là, nous, on déploierait par contre nos réseaux, nos métiers, je pourrais en dire un mot après, pour trouver et accompagner les porteurs de projets dans ces lieux-là. Ce qu'on ne fait pas, c'est rechercher des locaux vides. Il y en a partout, suffisamment. Donc, c'est pas un souci. La question, c'est l'adéquation entre quatre choses. Entre un ou des porteurs, plutôt des porteurs d'ailleurs, parce qu'on intervient plutôt sur des démarches collectives, coopératives. Un porteur, un projet, donc avec le bon projet, sur le bon territoire, en tout cas bien ancré sur le territoire, et avec le lieu adapté. Donc, c'est ces quatre piliers-là qui font l'intervention de Village Vivant. Et toujours, bien sûr, quand il y a un blocage lié à l'immobilier, quelqu'un qui n'a pas besoin de nous, il n'y a aucune raison, j'enfonce des portes ouvertes, mais qu'il fasse appel à nous, il faut qu'on vienne débloquer une situation. Et alors tout le monde n'est pas expert en effet de comment vous faites ce portage financier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu donc vous achetez le local puis vous le louez, quelle est quelle est la démarche qu'il y a derrière avec le porteur de projet? Donc le principe, c'est d'acheter et de porter l'immobilier, possiblement de le revendre au porteur de projet quelques années plus tard quand il est en capacité de le racheter.
Donc on achète avec un principe fort qui est celui de la finance solidaire, à l'image de nos grands frères que vont être Habitat Humanisme, Terre de Liens sur l'agricole. Euh, on a une communauté d'investisseurs qui sont regroupés au sein de notre société coopérative et qui peuvent avoir une place dans la gouvernance, en tout cas au-delà de la gouvernance, on les associe dans les projets, et qui investissent à partir de 100 euros dans Village Vivant. Il n'y a pas de montant maximum, hein, on ne bloque pas les bonnes volontés, et qui décident d'orienter une partie de l'épargne en donnant du sens à leur argent, en disant ben, plutôt que de laisser 100 euros à la banque ou plus, et ben, je vais pendant 5 ans mettre mon argent dans Village Vivant pour pouvoir avoir du concret, du réel sur mon argent et investir dans une société foncière qui a un engagement fort sur la ruralité et sur l'économie sociale et solidaire. Et donc actuellement, on est en levée de fonds. On est en levée de fonds perpétuelle, mais on a en ce moment une actualité forte sur une plateforme qui s'appelle Lita, lita.com, LITA, et on propose à tout à chacun de participer à l'aventure de Village Vivant, de nous rejoindre en devenant acteur avec son argent, de projets innovants, de projets forts socialement, économiquement, sur les territoires ruraux. Alors, c'est notamment dans les territoires ruraux, mais c'est même dans les centres-bourgs de ces territoires ruraux aussi. Est-ce que, enfin, voilà, votre projet Village Vivant amène quand même des questionnements sur quel est le rôle du commerce, mais d'un lieu dans ces bourgs et quel est, enfin voilà, comment ça participe à animer un village. Mais aussi, je l'ai vu dans plusieurs des projets que vous présentiez, d'avoir des montages de projets avec des gouvernances qui seraient aussi plus horizontales que ce qu'il peut y avoir de manière plus classique. Est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus? Un des principes forts, c'est de ne pas avoir de secteur d'activité. C'est-à-dire, on n'intervient pas sur le commerce en milieu rural. On intervient sur la recréation de lieux. Aujourd'hui, on a traversé une période où la question du lien social, on en a tous mangé au matin, à midi, le soir, avec des WhatsApp, des Zooms, des mails et tout ce qu'on veut. Par contre, il y a un truc qui nous a manqué fortement, et on l'a bien vu avec le déconfinement, c'est la question du lieu. C'est la question de on se retrouve. Et dans les territoires ruraux, plus spécifiquement, il y a une construction qui n'est pas nouvelle, qui est celle de la fermeture de services, la fermeture de biens et de services, que ce soit les services publics, des bureaux de poste, des préfectures, enfin des services de l'État, pas forcément des préfectures, des hôpitaux, des écoles qui se sont fermées quand il n'y avait pas assez d'enfants, et aussi sur le commerce, où le commerce a été dans des logiques de flux, de périphérisation, de métropolisation. Et ces territoires ont un peu subi ça. Et à l'inverse, il y a plein d'activités. Voilà, je prends l'exemple de café associatif, par exemple, qui arrive à revivre des activités sur ces territoires-là. Et pourquoi ça marche? Parce qu'ils sont portés collectivement. Parce que la question du commerce, elle est secondaire. La question, c'est faire, c'est réouvrir un lieu social, proposer des activités, avoir un modèle économique basé sur des activités hybrides, sur aussi l'implication des habitants qui sont à la fois bénévoles, usagers, consommateurs. Et ces activités-là ont plus de chances de résister et de marcher dans les territoires. Bon, c'est pour ça que ça nous intéresse. Et dans cette question d'aménagement, l'économie sociale et solidaire est plus qu'une alternative ou un palliatif. On considère que c'est un vrai nouveau schéma de développement local, pertinent, résilient. On parlait de la question de l'économie circulaire. Il y a aussi ça derrière. C'est comment on fait, par exemple, à travers le mouvement des ressourceries, une vraie offre de biens et de services de proximité. Aujourd'hui, on installe une ressourcerie dans des nouveaux locaux dans les Cévennes. Ça fait 15 ans qu'ils existent, mais aujourd'hui, on va racheter un local pour qu'il puisse s'agrandir et se développer. Et eux participent très clairement à cette offre de services et de biens de proximité, au-delà même de la dimension écologique, sociale, économique. On est vraiment dans fournir un service aux habitants. Et ensuite, une fois qu'on s'intéresse aux fonctions du vivre ensemble, à toutes ces fonctions du quotidien, le commerce traditionnel, on pense qu'il suivra. Et le commerce a toujours suivi d'ailleurs les mouvements. Mais concentrons-nous plutôt sur des lieux de vivre, de bien vivre ensemble, et ce qui nous semble le plus important aujourd'hui, avant même la fonction commerciale.
Et alors, vous avez commencé à évoquer certains projets et aussi, disons, des critères, entre guillemets. Donc voilà, avoir un porteur de projet. Un projet, il y a aussi une notion d'horizontalité, d'avoir besoin de vous pour mener à bien ce projet. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous donner des exemples de projets que vous accompagnez? Oui, alors les exemples. Aujourd'hui, on a installé dans nos murs, enfin, on a contribué à installer, parce que les porteurs de projets mènent leur propre activité, 5 activités. On est en train d'acheter 5 biens immobiliers. Donc, à la fin de l'année, on aura 10 opérations. Et tout ça, on l'a fait en l'espace de 3 ans. Donc, c'est une librairie coopérative. La petite histoire, c'est dans l'Ain, à Trévoux, une petite ville au nord de Lyon, où les librairies ont fermé parce que concurrence, parce que le libraire est trop seul. Et là, c'est les habitants qui se sont montés en coopérative et qui ont recruté leur libraire. Et quand on a des habitants qui créent une communauté d'usage, une communauté de projets, qui recrutent leur libraire, ça change tout. Pendant la période du Covid, par exemple, ils ont connu une activité en croissance. Parce qu'il y a une solidarité qui se crée autour de ces projets. C'est une ressourcerie, j'en parlais dans les Cévennes, c'est une brasserie artisanale sous forme coopérative qui va ouvrir une guinguette dans le Vercors. C'est une auberge coopérative en Ardèche où on a 4 jeunes qui viennent s'installer dans un village de 600 habitants qui décident de faire un multiservice, épicerie, restaurant, point poste, coworking dans un bâtiment historique de 700 mètres carrés qu'on a acheté et qu'on a réhabilité. On a une association de mobilité qui est dans une petite ville de la Drôme, à Cré, là où on est installé. Euh, un café atelier qui est basé sur les échanges de services, des ateliers partagés parents-enfants notamment, voilà, sur faire ensemble. Ces questions d'économie circulaire aussi. Voilà, j'en oublie un hôtel coopératif, une auberge de jeunesse coopérative dans le Vercors. Tout ça pour changer aussi le rapport à l'environnemisme et mixer le tourisme avec la population locale. Il y a cet enjeu-là dans ce projet. Euh, voilà, j'en oublie encore, mais c'est toujours dans ces dimensions-là de nouvelles économies, nouvelles activités dans les territoires ruraux. Nouvelles activités, mais aussi surtout espace de rencontre, si je comprends bien, pour tous ces projets. Et Mm. on a parlé un tout petit peu, on les a évoqués en début de ce podcast, mais quel est le rôle aussi de la collectivité dans votre activité? Parce qu'elle peut à la fois donc faire appel à vous, mobiliser du foncier vacant, peut-être être médiatrice avec les propriétaires. Voilà. Et comment est-ce qu'elle s'insère dans votre démarche? Tout à fait, les collectivités sont un maillon essentiel, un interlocuteur privilégié de Village Vivant. On travaille avec elles de différentes façons. Euh, euh, la première, je ne l'ai pas citée, mais on fait aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire, en dehors de notre activité immobilière, on accompagne les collectivités dans des démarches de réactivation de lieux. C'est-à-dire dans le grand tiroir de la revitalisation où aujourd'hui c'est un peu un grand fourre-tout, on va intervenir plus spécifiquement sur réactiver des lieux. Comment on fait travailler les associations, les porteurs de projets, les habitants sur la création d'un tiers-lieu. Comment on mobilise les propriétaires localement de locaux vides pour créer des solutions, mettre en place des solutions temporaires ou plus définitives et installer des projets. Et comment aussi on accompagne les collectivités sur la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire qui, euh, qui, on l'a dit, hein, pour nous, c'est un nouveau modèle de développement local qui, contrairement à l'économie classique, va chercher l'impact social, va chercher l'ancrage, va chercher euh, des impacts économiques, certes, mais aussi culturels et d'un point de vue social sur les territoires. Du coup, on intervient beaucoup dans la promotion de cette économie sociale et solidaire dans des démarches de revitalisation. Donc voilà comment on travaille avec les collectivités. Ensuite, bien sûr, quand on achète un bien, elles sont dans la boucle, on se présente, on dit qui on est. Pourquoi? Parce qu'on peut pas faire, euh, on peut pas être dans l'anonymat quand on travaille sur les territoires ruraux ou les centres de bourg, les petites villes. On est dans un écosystème restreint et l'ancrage, le succès passe par le fait que ces projets soient aussi consensuels et, 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 et pas en rupture avec ce qu'on peut retrouver sur des populations néo, les anciens qui étaient là,
des lieux qui seraient réservés qu'à une certaine type de population, non. Et du coup, les collectivités ont quand même un rôle à jouer là-dessus. Alors, quand même, c'est pas toujours facile parce qu'on a aussi des réticences. Certaines collectivités sont dans des schémas un peu classiques de c'est moi qui décide et je planifie l'aménagement de mon territoire. Et quand ça leur échappe, c'est parfois compliqué. On l'a vu avec le mouvement des tiers-lieux, hein, où au début, les collectivités voyaient ça comme certaines, hein, je fais des généralités, mais il y a de ça, comme on savait pas trop ce que c'était que ces gens qui se réunissaient pour faire on sait pas trop quoi, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'ils font pas des activités, voilà. Aujourd'hui, bon, les choses ont un peu changé. Toutes les collectivités, d'ailleurs, veulent faire leur tiers-lieu. Elles n'ont pas compris que c'était un mouvement qui était ascendant, d'ailleurs, plutôt que descendant. Euh, mais voilà, il y a ça. Et le dernier point, qui est plus un point de réflexion, un point macro, c'est on n'y va jamais frontalement, mais on travaille beaucoup sur la posture des collectivités. En tout cas, on les aide à travailler leur posture, justement dans une logique de planification, où je suis élu, j'ai le monopole de l'intérêt général, je sais ce qui est bon pour mon territoire, et je vais dérouler un programme sur l'échelle d'un mandat. À plutôt une posture de je peux être facilitateur, je peux être animateur, je peux créer des liens euh, entre les projets, entre les personnes, entre les enjeux. Et c'est ça qui va aussi nous intéresser. Et c'est comme ça qu'on essaye d'infuser aussi auprès des collectivités. Oui, c'est une posture qui nous parle aussi pas mal chez Dixit, ce rôle de l'élu plus comme facilitateur que comme chef de file et enfin, voilà, qui permet de faire des choses et d'animer une communauté plutôt que de lui imposer. Exactement. Et alors c'est une question pour prendre un peu de recul, disons, si vous deviez vous relancer dans cette démarche ou si vous deviez vous lancer dans un projet similaire, qu'est-ce que vous referiez et qu'est-ce que vous ne referiez pas? Quels sont un peu les enseignements que vous avez tirés de ces 3 années de Village Vivant? Waouh, je sais pas, c'est une question qu'on m'a jamais posée, c'est une super bonne question. Il y a plein de choses qu'on ne referait pas ou qu'on ferait différemment. Parce qu'en fait, quand on a monté la foncière, nous, au début, bah, en fait, on était les seuls quasiment. Euh, Aujourd'hui, les foncières se multiplient. D'ailleurs, on accompagne des collectivités et d'autres structures à monter leur foncière. On a développé cette expertise-là et ce retour d'expérience-là aujourd'hui qu'on propose quand on vient nous solliciter, parce qu'on est de plus en plus sollicité là-dessus. Donc des erreurs, on en a fait beaucoup, mais elles sont toujours structurantes. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc même les erreurs, je pense que s'il fallait les refaire, peut-être même on les referait parce qu'on apprend toujours de ces erreurs. Euh, S'il y a quelque chose qu'on referait peut-être pas forcément, c'est au début, dans nos activités, on avait cette activité dès le début d'accompagnement des territoires, des collectivités, et on était justement dans une promesse de revitalisation. C'est-à-dire, on va revitaliser votre centre-bourg. Euh, et ça, c'est de la baguette magique. Ça, c'est une promesse qu'on ne veut plus faire. Aujourd'hui, on intervient plutôt sur des moyens, des méthodes, des objectifs, des lieux précis, plutôt que de dire on va réenchanter, on va redynamiser le territoire d'un point de vue général. Ça, je sais pas faire. Je sais pas s'il y a des gens qui savent le faire, et puis ça ne nous appartient pas à nous de toute façon. On a un niveau d'expertise et de compétences, mais sur un domaine particulier. Donc voilà, ça, notamment sur un accompagnement, c'était un peu cassé les dents là-dessus, et du coup, ça a été riche d'enseignements. Euh, et puis voilà, après, je pense que, en tout cas, j'ai pas de regret sur on aurait dû faire ça ou on pourrait faire ça, parce que tout ce qu'on a toujours voulu faire, on l'a fait. Euh, donc voilà, j'ai pas trop de nostalgie ou de regret par rapport à ce qui s'est passé. Et pour finir, alors je vais peut-être vous prendre un peu au dépourvu parce on l'a même pas évoqué avant. Mais est-ce que vous auriez une idée de lecture ou d'expo, d'émission, voire de projet à conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices pour aller un peu plus loin sur ce sujet, que ce soit foncière, tiers-lieu? Alors, ça va pas être foncière tiers-lieu, ça va pas être technique. C'est deux lectures qui m'ont pas mal inspiré, moi, ces dernières années. La première, c'est un livre de Jean-Pierre Le Goff, j'espère que je corche pas son nom, mais je crois que c'est ça, qui s'appelle La fin du village.
Il a étudié un village du Vaucluse je crois que sur une soixantaine d'années. Le titre est assez évocateur. C'est comment les mouvements économiques, sociétaux ont créé des ruptures dans ce qui était, je reformule avec mes mots, il serait peut-être pas d'accord, mais ce qui est la communauté village. Et notamment avec deux faits importants, c'est l'arrivée de la télévision et l'arrivée de la voiture. Alors on va pas faire de l'anti-modernisme, mais avant on était dans des communautés soudées qui le soir se retrouvaient pour éplucher les noix, pour les trier, faire des travaux particuliers à une échelle coopérative, communautaire. L'arrivée de la télé a cassé ça, a cassé ces veillées-là. L'autre évolution, c'est la voiture qui a raccourci le temps, les distances, et voilà qu'on peut travailler plus loin, on peut vendre plus loin et on peut acheter plus loin. Du coup, les villages se sont retrouvés, et lui il le décrit assez bien, en quête de comment recréer du lien de la communauté. Du coup, il y a des associations qui sont créées, des choses comme ça, voilà, mais sur des dimensions culturelles, sociales, plus que sur une communauté de projet, une autonomie locale. Je crois que c'est une lecture assez saine. En tout cas, nous, ce qui nous plaît, c'est à la fois en recréant ces lieux, de recréer ces communautés, de recréer des lieux, recréer du lien, et c'est des dynamiques de coopération locales qui ont pu parfois être supplantées par des logiques plutôt individuelles. J'habite à un endroit, je travaille à un autre, et j'ai pas forcément les intérêts de mon voisin. On partage un espace plus qu'une destinée locale. Le second livre, c'est le livre de Pablo Servigne qui s'appelle L'entraide à la coopération. On connaît beaucoup Pablo Servigne pour Comment tout peut s'arrêter, son livre sur la collapsologie. Je trouve que son livre le plus intéressant, c'est celui d'après, qui explique comment on peut s'inspirer aussi du vivant, comment le modèle dominant dans le vivant, c'est la coopération, l'entraide, et comment sur des questions de biomimétisme, justement en termes d'urbanisme, d'aménagement, je pense qu'on peut beaucoup s'inspirer de ça. Et que la logique, c'est pas j'écrase mon voisin, c'est plutôt la coopération et un bon modèle de développement. Et l'échelle rurale, la capacité de résilience des campagnes, la proximité, la connaissance, cet esprit communauté, mais positif au sens de commun, c'est une vraie un souffle, une vraie ambition aussi de ce qu'on voudrait pour les territoires ruraux, c'est-à-dire refaire du commun à travers ces logiques de coopération. Et ça passe que par le lieu et pas par des logiques d'optimisation de services, de centralisation, de digitalisation, où notamment les aménageurs et les pouvoirs publics ont oublié cette notion fondamentale de faire physiquement, ensemble. Dans la novlangue, on dirait aujourd'hui faire en présentiel. Voilà. Mais je crois que ce qu'on vient de traverser nous a bien montré toute l'importance de cet aspect-là. Oui, c'est une notion qu'on commence à beaucoup travailler aussi chez Dixit, donc c'est avec plaisir que je mettrai ces deux livres dans les liens, parce qu'en effet, il est temps de retravailler ces communs et d'en faire de plus en plus. Donc, je mettrai bien vos conseils de lecture dans les liens du podcast, donc les auditeurs et les éditrices pourront y avoir accès. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange. On va pouvoir sûrement continuer plus tard, voir comment votre village vivant évolue, et il y aura sûrement encore plus de projets d'ici quelques temps. Merci encore. Merci Frédéric, et n'hésitez pas aussi à aller sur la plateforme Lita si vous voulez faire partie de l'aventure de Village Vivant et contribuer à ces beaux projets. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter, et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.